Mesdames, Messieurs, membres de la Commission citoyenne, la Grande Loge féminine de France est une obédience maçonnique strictement féminine, adogmatique, implantée sur l'ensemble du territoire, mais aussi dans le monde, comprenant 13 000 adhérentes, dont les origines sociales et professionnelles sont très diverses. Notre obédience, depuis plusieurs années, s'est intéressée aux conditions de notre fin de vie. Nous avons d'ailleurs eu l'honneur d'être auditionnés plusieurs fois sur ce sujet. Et je vous remercie d'avoir voulu, vous aussi, nous entendre, nous, associations non confessionnelles. Notre méthode est une méthode s'appuyant sur des symboles et des rituels. Femmes libres, c'est ainsi que se définissent les francs-maçonnes que nous sommes. Aidées de nos outils, fortes de nos symboles, pas à pas sur ce chemin que nous avons librement décidé d'emprunter, nous travaillons pour accéder à ce passage en pleine et totale liberté de conscience, soutenue par notre devise « Liberté, égalité, fraternité ». Liberté individuelle, liberté de conscience, égalité des chances, fraternité accompagnante. Il paraît très difficile, en tant que franc-maçonne, de ne pas aller dans le sens de tout ce qui va permettre des choix libres. Au sein de nos temples, c'est avec un regard laïque que nous abordons ces réflexions en remettant toujours l'être humain au centre. Voilà le fruit de nos réflexions sur la question du cadre de l'accompagnement de la fin de vie. Les soins palliatifs, bien évidemment, c'est une mesure phare de la loi Claeys-Leonetti. Malheureusement, on ne peut que regretter l'insuffisance des moyens. D'ailleurs, l'avis du CCNE va dans ce sens avec sa recommandation de priorité politique. L'accès offert à toutes et tous à une médecine aussi bien curative que palliative est une question de solidarité nationale et d'égalité devant la mort. Cet accompagnement réel constituera une expression concrète de la fraternité. Il faut que cela soit réellement une priorité politique, quoi qu'il en coûte. Les directives anticipées, bien évidemment, cela est aussi une avancée. Mais une fois de plus, l'information est peu visible et inaudible. C'est pour cette raison qu'une information accessible à tous les citoyens par des campagnes de sensibilisation réalisées par différents modes de communication donnerait toute sa force à ces mesures en s'appuyant sur le maillage d'un réseau impliquant tous les professionnels de santé et les associations. Excusez-moi. La loi et ses applications concrètes. Cette loi, on ne peut que le dire, c'est une réelle avancée qui crée de nouveaux droits pour les personnes malades et en fin de vie. Elle comporte des aspects positifs en ce sens qu'elle proscrit l'acharnement thérapeutique et légalise le droit à refuser des traitements. La sédation n'est possible que lorsque un diagnostic de mort à court terme est effectué. Cet acte est un acte technique qui n'est pas limité dans le temps, et ça, c'est une exception française. Il peut y avoir administration de sédatifs et arrêt des traitements de maintien en vie, dont font partie l'hydratation et l'alimentation. Une réflexion. Alimentation, hydratation, c'est un traitement ? Les limites de cette loi. La loi actuelle ne répond pas à toutes les détresses et nous le savons tous. Malgré les aides potentielles, elle laisse seuls les malades avec leurs proches assumer les angoisses et souffrances psychologiques consécutives à des maladies incurables. Ces malades assistent impuissants à une dégradation irréversible de leur autonomie psychique et morale et ou mentale, qui altère profondément leur qualité de vie. Elle ne répond pas non plus à la détresse due à la dégradation de la qualité de vie de personnes âgées atteintes de polypathologie. Les suicides des personnes âgées par mort violente ou par refus de s'alimenter sont un signe de mal-être profond. Enfin, même des personnes âgées ou non, bénéficiant de la présence d'un entourage attentif, peuvent vivre une douleur morale profonde du fait de leur totale dépendance pour les actes les plus intimes de leur vie
et peuvent être amenées à demander une aide à mourir. Cette loi les prive de la liberté de choisir le moment d'interrompre une vie de plus en plus invalidante avant qu'elle ne devienne trop douloureuse à vivre. Ne faut-il pas octroyer aux malades la possibilité de choisir en laissant place à son intime conviction? Ce choix doit rester individuel. Aide active à mourir. Dans notre culture judéo-chrétienne, interrompre le cours de la vie reste encore tabou et un des plus grands interdits de notre société. Compte tenu du nombre de pays qui ont déjà légiféré sur cette question et le nombre stable de demandes, les craintes de dérive ne sont pas pertinentes. La liberté de choisir couvre toutes les options, y compris celle de la mort naturelle et celle de modifier son choix à toutes les étapes de sa vie. Comme avant la loi sur l'interruption volontaire de grossesse, nous nous retrouvons devant cette inégalité de ceux qui peuvent se procurer des substances létales, celles et ceux qui ont la possibilité financière d'aller à l'étranger. La grande majorité de la population dépourvue de ces moyens est ainsi discriminée. Une législation bien encadrée pourrait permettre de mettre fin à l'euthanasie clandestine, au suicide brutal et douloureux, et enfin au tourisme lucratif de la mort. Il y a une notion à ne pas ignorer. On peut donner la mort avec amour comme on a donné la vie. J'ai pas fini. J'ai encore 2 minutes. J'ai encore 2 minutes. Ah. Oui, il reste 30 secondes. Bon, alors, merci Cynthia. Si une loi légalise ce geste, qui ne sera jamais un geste banal, il sera nécessaire, en se référant à ce qui se fait ailleurs, de prévoir une clause de conscience pour les médecins, ainsi qu'une formation permanente. Choix effectué par une conscience libre, éclairée, réfléchie, en laissant la place à l'intime conviction et individuelle. Un point essentiel, une loi n'enlèvera rien à personne, mais apportera un apaisement à bien des angoisses, évitera des suicides, car si j'ai besoin, la loi est là, je peux m'en prévaloir. À moi de savoir si je veux m'en servir. C'est ouvrir un espace de liberté qui remet l'être humain au centre des préoccupations, donnant la capacité de penser par soi-même. En conclusion, un large consensus existe sur le déploiement général des directives anticipées et du choix de la personne de confiance. Il est indispensable d'améliorer l'existant. Les conditions de fin de vie sont un marqueur fort de civilisation. N'appartient-il pas à notre société de donner à chaque être humain qui le souhaite les moyens de choisir sa mort, de choisir cet instant-là, dans la dignité, dans sa dignité, en toute liberté? La France, fille des Lumières, ne devrait-elle pas légiférer pour garantir cette liberté? Est-il acceptable de devoir quitter son pays pour faire valoir son droit à mourir en toute liberté? La vie, c'est la naissance, pas de mort sans naissance. À notre époque, la naissance est encadrée. Pourquoi une mort ne serait pas encadrée? Après les batailles pour ne plus enfanter dans la douleur, pouvoir choisir ou non un enfant, c'est peut-être la dernière liberté que nous avons à conquérir en tant que maçonne, en tant que femme et citoyenne. Merci de votre attention. Merci.